Care so much. C'est bon. Bonjour tout le monde, c'est Stevie de Music Feelings et aujourd'hui on a commencé la vidéo un peu différemment avec quelques vibes. Essayez de faire ce qu'elle faisait là. Essayez un peu de faire parce que souvent j'essaie de... essayez de faire ce qu'elle faisait tout à l'heure, c'était un peu difficile. Testons, on voit si on pouvait aussi signer un record deal quoi. Testez, faites. C'est bon. Allez, on va commencer la vidéo et aujourd'hui on va parler d'Ophélie Winter. Alors cette vidéo sur Ophélie Winter, j'avais prévu de la faire depuis pas mal de temps, mais je voulais faire beaucoup de vidéos sur les artistes américains, qu'on comprenne bien le système américain avant de venir sur le système français. Il se trouve que l'actualité nous a plus ou moins rattrapé et qu'elle est dans une situation plutôt difficile actuellement. Du coup, je vais faire cette vidéo et donc revenir sur sa carrière, sur ce qu'elle a réussi et pourquoi certains disent que oui, Ophélie a ramené le R&B en France. Je sais que c'est une phrase qui choque certains, qui irrite d'autres. Bref, on va essayer de comprendre tout ça, on va essayer de dépatouiller tout ça avec la foi quoi. J'ai levé les yeux au ciel et là, j'ai vu la lumière. J'y ai baigné mon âme. On va y aller tout de suite, c'est le moment. N'hésitez pas si vous êtes nouveau à vous abonner, à liker, à commenter. Et on y va quoi. Alors je ne vais pas vous faire la biographie d'Ophélie Winter parce que je pense que vous la connaissez tous et qu'en vrai les biographies, vous comme moi, ça nous fait chier. Oh, t'as dit un gros mot. En vrai, ce qu'il faut retenir, c'est que Ophélie Winter, donc elle est née de deux parents, son père est néerlandais et son père c'était un chanteur. Et en plus, donc Ophélie Winter, c'est un, on va dire, les French baby singing. French baby singing, donc vous savez déjà ce que ça a donné, c'est ça. Oui, ça fait un peu moins rêver que les bébés américains. Oui, ça... Parce que les bébés américains, tu as envie d'avoir un bébé. Là, tu as envie de faire ta petite playlist avec Joe, Monica. Là, depuis qu'on a vu Georgie et Ophélie, bon, tu te sors tes capotes, quoi. Enfin, parce que c'est dur. Plus sérieusement, Ophélie Winter, donc, est passionnée par la musique. Elle y va, elle veut y arriver malgré tout. Mais ça ne prend pas de ouf. Ce qui va se passer pour elle, c'est que, curieusement, c'est dans l'adolescence que on va repérer un truc. C'est qu'elle est quand même incroyablement jolie la petite. Et elle se fait repérer par une agence de mannequins. L'agence s'appelle l'agence Absolue. Et ils vont donc lui faire poser dans plein de magazines, dans des publicités. Et donc la petite Ophélie va arriver dans l'industrie. Et c'est ça que je veux que vous reteniez dès le départ par son physique en fait. C'est son physique qui va la porter. Alors qu'à la base, en fait, elle voulait devenir chanteuse. Mais c'est son physique qui va la porter, qui va faire en sorte qu'elle soit repérée. Et plus tard, elle va faire des apparitions dans des émissions télévisées comme celle-ci. Je pense cette nuit et l'envie de sa peau me ronge. Parfois je pleure. Ou encore dans des séries télévisées comme ici. Bonjour. Bonjour. C'est bien ici, mademoiselle Catherine? Oui. Et vous remarquerez qu'au début, elle va toujours être invitée un peu en mode la petite blonde potiche qui est là pour faire bien jolie en fait. Souvent dans des émissions là comme ici. Mais vous voyez toujours le mal partout, écoutez, Un franchement. petit jardin, Oui, enfin, c'est pas un petit jardin, c'est une ravissante jeune fille. Eh ben d'accord, mais c'est un très joli jardin aussi, c'est une fleur. Oui, c'est une fleur. Voilà. On voit que en fait, c'est pas forcément parce qu'elle a sa place là, mais c'est parce qu'elle est très belle et que ça fait bien à l'écran en fait. Donc on se rend compte que la fille passe bien à l'écran et donc elle va avoir une chance incroyable, c'est qu'un jour Thierry Ardisson l'appelle et lui demande de venir faire une émission qui s'appelle La Nuit du Love, la première coupe du monde de la séduction. En fait, vous ne trouvez pas ça bizarre que ce soit Thierry Ardisson qui organise une émission qui s'appelle La Coupe du Monde de la séduction? N'en fais pas, Michel. Voilà. Il n'y a qu'un Thierry Ardisson pour toi. Si t'étais pas à la télé, je pourrais te draguer, tu crois? Bref, passons sur ce détail. C'est-à-dire que Thierry Ardisson appelle donc Ophélie Winter, et là on comprend pourquoi, pour être jury de la première édition de sa Coupe du Monde de la séduction. Et donc c'est donc là que Dieu va lui ouvrir la voie. Dieu lui ouvre la voie comment? C'est-à-dire que pendant qu'elle est là et qu'elle parle, ça donnait ça. Mademoiselle Ophélie, tu nous prépares un album, dis-moi, on a des simples pour l'instant, des 45 tours, il y a un album en préparation. On fera un autre. En fait, les gens de M6 vont se dire hey, elle est vraiment jolie cette petite, et ils vont donc l'appeler pour commencer à présenter leurs émissions, notamment le Hit Machine. Parce que oui, pendant cette période de mannequinat, elle n'a pas abandonné sa passion pour la musique. Elle a sorti quelques singles, notamment la chanson Shame on You, ça n'a pas marché. Donc elle s'est fait un peu voir dans le domaine musical, mais ça n'a pas marché. L'autre truc qu'elle a eu, c'est qu'elle a rencontré un des plus gros génies de l'univers. Le gars, il était petit de taille, il portait ses petites talonnettes, mais il était apparemment grand partout ailleurs. En tout cas, Prince, c'était ça. Et Ophélie et lui ont une petite histoire alors qu'elle avait que 17 ans. Aujourd'hui, ce serait très mal vu. À l'époque, ça passait plutôt bien. Ils vont enregistrer
plusieurs titres ensemble. Elle dira plus tard qu'ils ont un album ou plusieurs chansons qui auraient pu constituer un album ensemble. Ce qui n'est pas totalement impossible parce que vous connaissez Prince, chaque fois qu'il avait une petite amie, on avait un album avec la petite amie, donc c'est pas totalement impossible. Ce qui est sûr, c'est qu'on n'aura pas beaucoup de titres entre Ophélie et Prince. On a eu que la reprise de sa chanson The Most Beautiful Girl in the World, qui sera rechantée par Ophélie, le plus bel homme de l'univers. Mais cette partie musicale, ce que ça va lui apporter et qui est intéressant, c'est que elle est passionnée par la musique black, elle écoute beaucoup donc de gospel, de soul et de new jack, et en plus donc elle a une relation incroyable avec l'un des plus gros génies de ce domaine-là. Donc lui va lui donner certains conseils selon elle. Et pendant qu'elle va avoir cette relation avec Prince, elle va finaliser son premier album. Et je veux là encore une fois qu'on se remette dans le contexte. Ophélie est montée avec une image. Après, elle a eu le canal, c'est-à-dire qu'elle a eu l'émission Hit Machine et donc M6 pour avoir une véritable exposition parce que les jeunes vont l'adorer. Sur M6, elle va vraiment devenir la coqueluche des jeunes. Et donc, quelques mois plus tard, elle va avoir le son et elle va livrer ce single-ci. Ce titre est souvent considéré par beaucoup comme le titre qui a apporté le R&B en France. Alors, ce n'est pas tout à fait vrai parce qu'en fait, en France, déjà à cette époque, il y avait déjà des chanteurs de R&B. On avait Karine, on avait Hachim. Ce que Ophélie va apporter, et c'est là que c'est très important, c'est que breaking fucking news! Le R&B français n'existe pas. À la limite, je sais que là, vous allez me détester, vous allez me dire, oui, mais moi, je connais des titres R&B français. Non, le R&B français n'existe pas. Pourquoi? Parce qu'en fait, le R&B, c'est une culture, c'est une manière de chanter, c'est une manière de s'exprimer, c'est une manière d'écouter la musique. Et en fait, la France a raté quoi? La France a raté la New Jack. Le R&B moderne découle directement de la New Jack. Or, la New Jack n'a jamais pu s'installer sur le territoire musical français. Et c'est donc là où Ophélie Winter devient intéressante. C'est-à-dire que Dieu m'a donné la foi, qu'est-ce que c'est en fait? C'est un titre pop soul avec des influences variétés et R&B moderne, mais surtout, elle a la carte. La carte, c'est quoi? Elle a le physique qui excite tous les vieux libidineux du PAF là. Et deux, elle a la carte musicale parce qu'elle anime une des émissions les plus populaires du pays. Donc directement, ça irrigue, comme on a dit tout à l'heure, Dieu lui a vraiment donné la voix. Et elle permet donc au plus ou moins R&B français de s'installer en France. Parce qu'effectivement, Ophélie Winter sur son premier album Nous Society, c'est pas non plus un vrai album de R&B, c'est un album de R&B très variété. Mais là où encore c'est nécessaire, c'est qu'en fait le public français ne connaît pas ça en fait. Le grand public français n'y a pas accès parce que ce n'est pas du tout leur culture. Donc du coup, effectivement, c'est comme si encore une fois on prend un verre de sirop de R&B, on rajoute beaucoup d'eau, on met une jolie femme dessus et donc du coup on leur donne et ça passe bien en fait. Et c'est ce que Ophélie Winter va apporter et c'est pour ça que les gens disent en général qu'elle a apporté le R&B en France. Ça ne veut pas dire qu'elle a créé le R&B, pas du tout. Ça ne veut pas dire que c'est la première à faire du R&B en France, pas du tout. Non, ça veut dire que c'est la première à avoir pu vendre et donc introduire une sorte de R&B à une très grande audience française. En général, moi j'appelle cette audience-là personnellement l'audience TF1. Donc quand je vais vous dire en général le public TF1, ça ne veut pas dire que je parle spécifiquement de la chaîne, mais je veux que dans votre tête, vous représentiez les gens qui regardent plus ou moins TF1 en fait. Donc c'est cette audience-là que Ophélie Winter va réussir à toucher et derrière elle va sortir son premier album qui va s'appeler donc No Suicide et qui est donc dans cette même vibe-là avec des influences plutôt soul et des titres qui méritent souvent la variété, le R&B comme celui-ci. Ce mélange va la pousser parce qu'elle va de fait avoir une position d'avant-garde sur la scène, mais c'est aussi parce qu'en réalité l'album sonne très authentique. Elle l'a enregistré en anglais et en termes de black music, ça n'a absolument rien à voir d'enregistrer un album en français et de penser un album en anglais et de le traduire. Donc Ophélie enregistre son album en anglais, elle le traduit avec un producteur belge pour donc cette version française. Donc elle le fait de cette façon-là et on reconnaît dans les prods qu'il y a quelque chose de très authentique. Ce n'est pas juste ce qui va arriver après à savoir que voici l'album de tel, je traduis, après je fais yeah, yeah, je suis une bad girl. C'est parce que c'est ce qui va se passer ensuite dans le R&B français. On va prendre l'album américain et après on va rajouter des yeah et des je suis une bad girl et je souffre beaucoup pour pouvoir le vendre au public américain. Ce qui est d'intéressant avec No Suicide, c'est que musicalement il y a une certaine authenticité dans la manière dont les prods sont faites en fait. Ce n'est pas juste une traduction d'un album de R&B américain et donc ça lui donne aussi un petit succès critique en fait. Tu peux dire que ouais, c'est pas trop ma cam, c'est pas le vrai R&B que j'aime comme moi, mais tu peux pas reconnaître que c'est mal produit en fait. C'est plutôt bien fait. Et de l'autre côté, qu'est-ce qui se passe pour elle? Vous savez que les gars du PAF là, vous regardez souvent des émissions de télévision, c'est-à-dire que dès qu'il y a une jolie fille, ils vont devenir dingues d'Ophélie Winter. On va nous la servir à savoir que je crois qu'elle avait déjà un moment, peut-être 7-6 émissions sur M6. M6 était devenue la chaîne Ophélie Winter. Elle va exploser. Et donc en fait, dans cette période là, petit à petit, son image
va donc lui servir à très bien vendre No Suicide. Mais en fait, son image va dépasser tout en fait. Ça va dépasser son album, ça va dépasser ses émissions télévisées. Elle va être partout, elle va enchaîner les films. C'est-à-dire qu'on va avoir ce que j'appelle souvent les bulles Madoff en fait. Alors de nos jours, je sais qu'il y a beaucoup d'artistes, on va pas les citer, beaucoup d'artistes français ou américains qui vivent dans des bulles Madoff. C'est-à-dire que tout est superlatif et rien n'est réel. Mais à l'époque, ça se voyait encore plus parce que nous étions dans une société moins digitale en fait. Donc Ophélie Winter va être complètement propulsée sur une bulle qui va totalement la dépasser, qui va dépasser sa musique et qui va donc se focaliser sur son image. Mais tout ça ne va pas l'empêcher de continuer sur la musique et d'essayer de breaker hors de la France, notamment en Europe en fait. Parce que effectivement, si tu enregistres ton album en anglais, tu as d'abord envie qu'il plaise à un public qui est plus que le public français. Donc elle va faire de la promo notamment en Allemagne avec ça. Ça ne prendra pas de ouf, mais ce qui restera surtout de 95 et de 97 sur Ophélie Winter, c'est que au-delà de cette musique qu'elle va donc essayer de vendre, et effectivement, elle va introduire donc une sorte de R&B, un R&B qui n'est pas le R&B le plus R&B de la terre, mais des vraies bases New Jack, des vraies bases soul et plutôt bien produits. Elle va l'introduire à un très large public français, ça, elle va le faire. Mais l'autre truc, c'est que son image va tellement dépasser ça que finalement les gens vont focaliser sur son image. On va la comparer à Pamela Anderson. Et il va donc falloir rapidement aussi passer au second disque pour s'imposer. Et le second disque d'Ophélie Winter va arriver en 98 et il va s'appeler Privacy avec ça comme premier single. J'ai toute la vie, toutes questions. Privacy arrive en 98. Et il est intéressant musicalement dans la démarche, c'est-à-dire que c'est encore un album enregistré en anglais, donc toujours avec des producteurs plutôt anglophones. Et ce qui est intéressant dans Privacy, c'est qu'elle va adopter un mode où elle va se dire que le premier est plus New Jack Soul, avec donc des influences variétés pour toucher un large public. Là, elle va revenir sur une formule plus américaine anglo-saxonne. C'est-à-dire que, qu'est-ce qui se passe sur la scène générale à ce moment-là? On voit apparaître les fameuses Lolita avec un son beaucoup plus pop et R&B en fait. Et donc, elle va adopter cette formule-là très tôt en France avec des titres comme celui-ci. Je suis ce que j'attends, ce que je cherchais depuis si longtemps. Qui sera rechanté par Aguilera et qui donnera cet énorme tube aux États-Unis. Mais c'est surtout la démarche artistique qui est intéressante. C'est-à-dire que comme elle a une exposition plus grande, elle a fait un album plus pop teenage en se disant que je vais recentrer encore plus sur ce public-là. Il se trouve que même s'il va très bien se vendre à 300 000 exemplaires quasiment en France, il va moins prendre de manière générale. Mais la démarche en elle-même est intéressante parce que c'est une démarche à l'anglo-saxonne en fait. C'est-à-dire qu'on fait un premier album pour asseoir le territoire. Le deuxième, on élargit parce qu'effectivement, l'album était censé être commercialisé à l'international. Vous retrouvez pas mal de titres qui ressemblent par exemple à du Jimmy Jam et à du Terry Lewis, c'était ça. Il y a ce single qui ressemble beaucoup à Independent Woman de Destiny Child qui sortira 2 ou 3 ans plus tard, c'était ça. Mon corps est une bombe qui explose de napalm, je sais tout. Et donc en fait au niveau du son, effectivement, comme elle travaille avec des producteurs qui ne sont pas des producteurs français, bah du coup, elle a une certaine authenticité dans la manière dont c'est réalisé en fait. C'est encore une chose que je veux que vous reteniez. Les albums sont enregistrés en anglais dans le même cadre quasiment que donc des pop stars internationales. Elle se permet en plus d'avoir des titres sur son album à elle qui sont donc repris ou bien rechantés par des chanteuses américaines et qui cartonnent sur le même format qu'elle. Ça veut dire que ce n'est pas rien en fait. Elle joue quasiment égal à égal avec ses consoeurs américaines. Et donc c'est là que sa démarche est intéressante parce que c'est une démarche censée l'élargir sur le public européen. Du coup, ça ne prendra pas de ouf, encore une fois, mais l'idée même ressemble beaucoup aussi à ce que les Anglais font. Vous savez que les Anglais, en général, c'est le premier album, on assoit la popularité sur le territoire anglais. Le deuxième, on élargit sur l'Europe. Et le troisième, on va aux États-Unis. En général, regardez bien les carrières de la majeure partie des artistes anglais. C'est souvent ficelé de cette manière-là, en fait. Mais c'est pas simplement ficelé de cette manière-là en termes de promo. C'est ficelé de cette manière-là en termes de son. Parce que le public américain, ça reste un son, en fait. Très souvent, ça se passe comme ça. Alors, avec Internet de nos jours, le modèle tend plus ou moins à changer. Mais c'était comme ça que ça se ficelait pendant très longtemps. En fait. Et c'est ce que Ophélie Winter va essayer d'appliquer en 98 en France. L'album, encore une fois, ne va pas être un flop. Mais ce qui va lui arriver, c'est que cette surexposition, la meuf est totalement partout. Il y a une émission qui s'appelle le Ophélie Show, c'était ça. Elle est tellement partout et elle fait tellement tout en même temps, c'est-à-dire que film, animatrice, chanson, que fatalement, elle va lasser une partie du public.
une autre va se désintéresser parce qu'en fait, l'erreur de Privacy, et je vous l'ai dit tout de suite, c'est quoi? C'est que sur le premier album, il faut chanter, il faut être beaucoup plus authentique. Sur Privacy, il faut être beaucoup plus synthétique parce que c'est un album pop plus teen en fait. Et du coup, ce truc synthétique pop plus teen colle à cette image de fille un peu girly en fait, de bimbo qu'on lui a collé en fait. Donc, de fait, même si sur le coup ça marche, ce que ça va faire, c'est que ça va donner des arguments au principal procès en authenticité en tant que chanteuse qu'on va lui faire en fait. Parce que sur le second, ça fait vraiment un album de petite pop star teen, même si c'est très chanté R&B, l'imagerie et tout, ça reste dans une option très Britney Aguilera. Et donc là, c'est le premier piège dans lequel elle va tomber. Parce que de base, comme je vous ai dit, l'idée est plutôt bonne. Parce que l'idée, c'est de se penser à l'anglo-saxonne. Et le truc, c'est que sur les territoires français, avec un public très conservateur, ça va commencer à freiner. L'autre truc qui va la freiner sur cette terre-là, c'est que qu'est-ce qui ne s'est pas passé depuis le début de cette vidéo sur la carrière d'Ophélie Winter? Qu'est-ce qui ne s'est pas passé et qui doit se passer dans la carrière des artistes et notamment ce genre d'artistes? Je veux savoir si vous avez retenu toutes mes vidéos. Oui, Ophélie Winter n'a pas fait de tournée. Normalement, elle aurait dû faire de grosses tournées, de vraies tournées. Mais comme elle faisait tous les films, tout, elle était là avec les libidinés du PAF qui étaient là pour admirer ses seins, voir comment elle est belle et elle se baladait avec tout partout avec eux. Bah en fait, elle n'a pas fait de tournée. Et le fait de ne pas avoir fait de tournée, qu'est-ce que ça a fait? Ça a fait en sorte que le procès, en fait, c'est même pas une vraie chanteuse, c'est juste une image, va lui être tissé en filigrane parce que oui, même si tu chantes à la télé, c'est pas la même chose que de voir son public en face et de tisser un vrai lien avec lui. Et surtout, cette surexposition, le fait qu'on la voyait absolument partout. D'ailleurs, elle-même, elle en parle très bien, c'était devenu ça. Vous étiez surmédiatisé à un moment, on peut le dire. Moi, c'était un peu, je sais pas si vous vous souvenez, quand on était petit, il y avait des bouquins qui s'appelaient Martine à la plage, Martine fait du ski. Ouais. J'avais un peu l'impression d'être Martine dans la presse, n'importe quoi, Ophélie au Monoprix, Ophélie fait du ski, n'importe quoi. Ouais. Bah en fait, va entraîner quoi? Va entraîner une lassitude en fait. Si vous voyez quelqu'un partout, bah vous n'avez pas envie d'aller le voir sur scène. Donc la tournée qu'elle va vouloir organiser sur Privacy, le deuxième album, encore une idée à l'américaine, ne va pas marcher au point où elle va être obligée d'annuler son Olympia. Alors qu'elle vend très bien, elle vend encore 300 000 disques, mais les gens n'ont pas envie, parce qu'ils la voient non seulement partout et qu'elle a cette image, donc de simple image, d'aller la voir sur scène. Et c'est donc là que s'arrête la carrière d'Ophélie Winter. Parce que oui, en réalité, je peux m'arrêter là et finir cette vidéo. Son erreur principale a été de ne pas se choisir un créneau face à un public hyper conservateur. De base, elle avait la bonne carte. Mais à partir de la fin des années 90, elle n'a plus la bonne carte. Le truc, c'est que on l'a trop vue un peu partout dans tout et n'importe quel film. Et de l'autre côté, musicalement, elle n'a pas pu prouver ce dont elle était capable. Pas parce qu'elle ne sait pas chanter, mais parce qu'en fait, non seulement la musique qu'elle fait n'est pas forcément ce que les Français apprécient le plus, donc du coup ceux qui comprennent le plus, mais surtout, malgré le fait qu'elle ait quelques ventes, bah en fait, cette image de bimbo avait totalement effacé tout ce qu'elle pouvait faire. Donc, ce qui était au début, quand on vous ai dit sa force, devient à la fin des années 90 sa faiblesse. Et donc là, elle va essayer de prendre du recul, elle va commencer à faire des films au début des années 2000, et elle va finalement revenir quelques années plus tard, en 2003, avec ça. Normalement, là, voudrais vous dire, oui, c'est vrai qu'elle n'a pas hyper bien géré la fin des années 90. C'est vrai qu'elle était hyper exposée, qu'on la voyait partout. Même moi, j'avais les posters d'Ophélie dans ma chambre pour faire mes petits bébés seuls. Je vois certains là. C'est que vous voudrez vous dire, non, normalement, là, ça aurait dû marcher. Parce qu'en plus, le son est bon. Sans la René Jerkins, c'est Wayne Beckford dans la production. Donc là encore, on se retrouve dans un son très américain à la Full Moon de Brandy, en fait. Donc là, elle revient en 2002. Mais avant d'y arriver, je veux vous repréciser certaines choses. Ce que je vous ai expliqué au début sur Ophélie, c'est hyper important de le comprendre parce que même déjà pour les stars américaines, c'est hyper compliqué en fait. Par exemple, Janet Jackson, son rêve à la base, c'est d'être actrice, par exemple là. On Good Times, would you prefer to be an actress or a singer, or does it matter? Well, I like them both a great deal, but I think acting wins my heart just by an inch, maybe more. Elle a toujours rêvé d'être actrice. Elle est arrivée dans le showbiz en étant actrice à la base, dans Good Times. Mais pour pouvoir donc avoir une carrière pérenne, elle restait le plus longtemps possible chanteuse. C'est-à-dire qu'il fallait pas, et son père le dit très bien dans son livre à lui, qu'il fallait pas qu'elle change. Pourquoi? Parce que on aurait pu du coup la discréditer par rapport à ça en fait. C'est-à-dire que quand tu es dans un créneau, c'est hyper compliqué, même déjà aux États-Unis, d'en sortir. Regardez au début même les pop stars, les jeunes pop stars, Britney, Christina Aguilera, à leur début, même quand on les met dans le cinéma, soit elles jouent des rôles qui collent totalement à leurs audiences, donc à des très jeunes, donc du coup pour avoir toujours ce lien, soit c'est des films un peu gnangnan, soit elle joue des rôles de chanteuse d'elle-même dans d'autres films en fait. C'est-à-dire qu'il faut toujours le lien pour que tu ne disperses pas ton public. Il faut que tu assoies quelque chose avant de prendre tes marques ailleurs en fait. Et Ophélie n'a pas compris ça
en plus sur le public français. Parce que même la seule personne qui se rapproche de la pop star en France, à savoir donc Farmer, rappelez-vous quand elle a fait son film Giorgiano quasiment en 94 et que la presse s'est déchaînée sur elle. En plus, elle qui est sorcière, qui a tous les gris-gris et tout. Parce que si Mylène Farmer fait un film, j'imagine que son marabout éthiopien, tous les marabouts qu'elle connaît là, parce que la meuf n'a jamais floppé. Donc j'imagine qu'elle a dû les appeler, elle a dû... Donc si avec toutes les mysticités dont elle est capable, la meuf fait un film, la critique française l'assassine, ça veut dire que la critique française reste extrêmement fermée, en tout cas encore plus à cette époque-là, sur les actrices ou chanteuses qui changent ou bien qui intervertissent en fait. Je vous dis ça pour vous montrer la violence avec laquelle ce que Ophélie Winter a fait a été perçu sur elle. En plus de cette image de cruche bimbo qui ne sait pas faire grand chose à part être belle qu'elle traînait déjà, même pour les autres, c'est quelque chose de très difficile et de très compliqué. Mais là, elle revient avec un single qui s'appelle donc Sache, qui est donc très R&B, très urbain. Et c'est sur ça que je veux attirer votre attention. Parce que là, elle a fait un premier album Soul, New Jack avec des influences variétés. Le deuxième était Pop Chic. Et le premier truc de Explicit Lyrics, qui est effectivement un album beaucoup plus explicite et qui, encore une fois, se colle vraiment et qui joue là vraiment, parce que là, je pense que c'est vraiment son premier disque où elle peut jouer égal à égal avec les chanteuses américaines au niveau des productions, en fait. Et donc là, elle arrive avec cet album-là. Mais le premier truc qui va déchanter sur Explicit Lyrics, c'est d'abord la durée, en fait. Vous savez, quand on fait des albums pop chill, là, les albums pour les ados, il faut leur servir quelque chose très rapidement ensuite. C'est pour ça que, en général, regardez justement ce genre de personnes qui faisaient ce genre d'album, les Britney Aguilera, bah en fait, elles les collent en fait. Vous savez, j'enchaîne les projets, regardez comment ils font ça. Dire en général, c'est que oui, j'ai les couettes, après l'année d'après, je détais mes cheveux, le troisième année, c'est le t-shirt qui vole, tu vois. Mais elles sont là en mode 3 ans en fait, donc tu les suis. Ce genre d'album qui te tisse un lien avec un public très ado, faut enchaîner tout de suite après en fait. Ophélie Winter va prendre 4 ans, donc déjà elle va perdre un lien avec les ados qui vont s'attacher à des Laurie, des Alizé, ces ados là qui avaient un lien passionnel avec elle au lieu d'un lien musical en fait. De base, elle efface ça. Le deuxième truc, c'est que l'album est hyper urbain, c'est-à-dire que c'est un album très R&B, encore plus R&B que tout ce qu'elle a jamais fait de toute sa vie. On retrouve des titres comme celui-ci. Là, vous allez me dire, oui, Stevie, mais ça aurait dû cartonner son album, parce qu'à l'époque, nous, on était là, on cassait le mur du son, on faisait les hey-ho et tout. Oui, je vois ce que vous voulez dire. Mais en fait, Ophélie, à cette période précise, est piégée. C'est-à-dire qu'elle a fait un album avec Wayne Beckford aux États-Unis et il a coûté extrêmement cher. C'est un disque réussi au niveau des prods et qui est beaucoup plus urbain que tout ce qu'elle a déjà fait. C'est un disque beaucoup plus compliqué à comprendre pour un public de manière générale, lambda, TF1 en fait. C'est-à-dire que le public français normal, c'est beaucoup plus compliqué à comprendre ce genre d'album en fait. Brandy aurait pu poser sur pas mal de titres, ou Monica aussi. C'est-à-dire que c'est de ce niveau-là. C'est vraiment sur cette période-là, son plus abouti au niveau du travail réalisé. Mais elle est piégée. Elle est piégée pourquoi? Parce qu'effectivement, Sache, le single, ça ne se passe pas trop mal, ça marche plus ou moins bien. Mais l'album, en fait, il va se trouver écartelé par le personnage lui-même. Le personnage, bien sûr, va sur des émissions de grandes écoutes, mais les émissions de très grandes écoutes n'écoutent pas ce genre de choses, en fait. Ce n'est pas du tout le public qu'elle vise quand elle va sur de très grandes émissions. Et en plus, eux ne la prennent pas pour une chanteuse. D'ailleurs, il y a cet extrait avec Nagui que je trouve absolument formidable. C'est ça. Ça me manque, mais en même temps, j'ai jamais fait vraiment des grosses tournées, des trucs comme ça, parce que j'ai justement été gérée par des maisons de disques qui voyaient plus le côté l'imagerie Ophélie Winter, genre la blonde qui chante, et ils m'ont jamais visualisé sur scène. Je me demande même si un jour ils se sont dit elle sait chanter, parce que le fait qu'on m'ait jamais proposé de faire des vraies grosses tournées comme moi j'avais envie de le faire, je me disais mais attends, mais ils sont au courant que je peux chanter sur scène ou c'est juste ils me voient juste comme ça en bimbo qui chante. Parce que vous voyez ce qu'il lui dit. Et je trouve que cette phrase, ce mépris sur Taratata en plus, prouve que Nagui, qui d'habitude reçoit pour lui ce qui reçoit la crème de la crème. Vous savez que Nagui est un peu sélectif, enfin voilà, il se croit un peu sélectif. D'ailleurs, des fois tu te dis, c'est choix, mais Nagui est sûr que lui il a l'oreille musicale. Nagui en général fait une espèce de sélection. Mais le fait qu'il ait reçu Ophélie Winter et qu'en plus sur son plateau, ils lui disent comme une vraie chanteuse, ça prouve bien que sur ce créneau-là où elle est souvent, on ne la prend pas pour une vraie chanteuse. En plus, le son qu'elle fait, c'est-à-dire que ce son R&B très typé US ne peut pas être compris par ces gens-là. Donc, il lui reste quoi? Il lui reste un public urbain. Mais le public urbain, pareil, ils peuvent écouter Ophélie Winter un peu en loose day parce que bon, c'est plutôt pas mal produit et ils comprennent. Mais l'image d'Ophélie Winter ne leur correspond tellement pas qu'ils n'iront jamais acheter un album d'Ophélie Winter. De fait, Explicit Lyrics, qui à cette époque-là sort et est vraiment bien produit, se retrouve coincé par ce qui faisait la force d'Ophélie Winter. Mais elle avait essayé de faire la liaison entre les deux publics. Souvenez-vous, dans le clip, son amoureux, c'était...
Comment ne pas se sentir plus russe que français avec le président qu'on a en France? Je n'aime pas trop les Français d'ailleurs. C'est bon. Gérard Depardieu. C'est-à-dire que pour un son R&B comme ça, elle prend Gérard Depardieu. En vrai, pour nous les fans de R&B, Gérard Depardieu dans un clip d'Ophélie Winter, ça doit être comme Ron Isley dans les clips de R. Kelly. Tu vois, il doit appeler en mode « Ouais, qu'est-ce que t'as fait? J'arrive là avec Poutine. Je peux lui défoncer sa gueule, sa mère. » Vengeance. Et Gérard Depardieu doit être le père d'Ophélie Winter ou le tonton d'Ophélie Winter. Elle appelle parce que le mec lui a brisé le cœur et il vient se battre avec elle, tu vois. Normalement, pour nous fans de R&B, sur un son comme ça, tu vois, c'est ce qu'on veut voir. Là, Gérard Depardieu est son amant. Mais ça s'explique assez facilement. Parce que quand elle se retrouve devant un public beaucoup plus typé, elle peut dire oui, mais c'est Luc Besson qui a produit, c'est Gérard Depardieu qui est avec moi, pour essayer d'avoir ce lien avec eux, en fait. Et du coup, ils vont regarder, ils vont essayer de comprendre parce que ça fait plus hype. Si elle leur dit que c'est Rof, alors qu'effectivement, pour nous, on dirait que c'est Rof ou Booba qui doit être dans le clip pour que ce soit cohérent, bah si elle leur dit ça, bah ça va encore plus l'écarter de cette audience-là. Donc, elle leur fait des clins d'œil, en fait. Elle leur fait des clins d'œil, elle fait toutes les émissions de télé, mais effectivement, le lien est perdu. La musique de Explicit Lyrics est bien trop compliquée pour une audience lambda française et le public qui aurait pu, encore une fois, comprendre cette musique-là, ce public très skyrock ne va jamais, mais jamais, aller acheter Ophélie Winter. Moi, c'est une blonde qui a l'habitude d'aller en Shabbat, une pistonnée. Donc, en fait, elle n'arrive pas à créer ce lien avec le public qui aurait dû de base la soutenir. Mais dans cette situation un peu particulière et très esselée, Ophélie Winter va avoir une alliée parce qu'effectivement on est d'accord que c'est une situation particulièrement solitaire en fait. Tu fais un très très bon album qui aurait pu matcher avec un public américain mainstream mais tu n'as pas cette carte là pour aller là-bas. Tu te diriges donc vers le grand public français, donc tu as la carte, tu as les émissions, mais en fait ils ne peuvent pas comprendre ton son parce que ton son est très urbain. Et les gens qui pourraient comprendre ton son n'aiment tellement pas ton image que bah en fait ils écoutent en loose day, mais bon, ils pourront jamais aller acheter un album d'Ophélie Winter en fait. Donc finalement tu es coincé et la personne qui l'avait compris c'est une autre artiste R&B française qui elle est très intelligente, c'était Wallen en fait. Wallen écrit 2 titres sur Explicit Lyrics et elle dira pour défendre Ophélie Winter ceci: je la trouve superbe, d'une gentillesse extrêmement touchante, je me suis rendu compte qu'elle était vraiment emprisonnée dans son image et je trouve dommage qu'elle soit cataloguée de la sorte. Il n'y a pas de culture de l'image dans ce pays, dès que l'on est sexy, on est catalogué et c'est vraiment dommage parce qu'elle a beaucoup de talent. Et elle continuera, on dira ceci: je trouve ça dommage qu'elle soit autant acculée sur son image car elle est sous-estimée alors qu'elle a vraiment beaucoup de talent. En fait, pourquoi ce propos ne pouvait venir que de Wallen? Parce qu'encore une fois, il n'y a que les gens qui écoutent la musique très urbaine qui pouvaient comprendre le son d'Ophélie Winter en fait. Là où elle a été très forte et donc respectable artistiquement sur Explicit Lyrics, c'est qu'en réalité, elle aurait dû faire un album de variété. C'était la voie totalement ouverte. En plus, Carla Bruni venait de cartonner. Tout ce que tu avais à faire, c'est de venir chuchoter là et de dire que nanana. Je suis cartonné en fait. Rappelez-vous, au début des années 2000, toutes les voix sont mortes en fait. Carla Bruni va toutes les tuer. C'est pour ça que les Charlotte Gainsbourg vont revenir chanter à 5h55. Rappelez-vous, on n'avait que les chuchoteuses, raconteuses d'histoires qui étaient revenues sur la scène. Donc ce que Ophélie Winter aurait dû faire si elle voulait rester sur le territoire musical français, c'était de faire un album variété qui aurait pu être facilement compréhensible par le très grand public en fait. Et là, le public qui est face à elle et qui la connaît aurait plutôt compris et comme il n'en demande pas beaucoup, il serait allé acheter en mode bah voilà, c'est Ophélie Winter qui nous raconte ses soucis à la guitare, c'est simple, on comprend, c'est de la variétoche en fait. Le fait d'aller faire des sons américains encore plus urbains que ce qu'elle avait proposé avant ne pouvait pas fonctionner en fait. Et c'est de là que s'explique vraiment l'échec de Explicit Lyrics. Cet échec va vraiment être très difficile à vivre pour elle. C'est-à-dire que en plus l'album a coûté hyper cher. Donc ça va être quelque chose de très difficile à vivre. Et comble de malheur pour elle, elle va aussi faire un gros flop au cinéma qui va complètement détruire sa carte cinématographique. Et donc du coup, c'est à partir de ce moment précis que la chute d'Ophélie Winter va commencer. Parce que sa maison de disque, bien sûr, va la bannir. Elle va essayer de redevenir animatrice dans une émission de Thierry Ardisson en 2005, c'était ça? Ces 13 jeunes rappeurs qui rivalisent pour empocher 100 000 $ et enregistrer un album avec Missy Elliott, voilà. Ça ne va pas trop marcher. Puis elle va essayer de revenir à la musique, elle va entrer en studio avec Matt Houston. Et je veux bien que vous voyez que elle reste sur sa ligne en fait. C'est-à-dire que c'est avec Matt Houston qu'elle va en studio. Parce qu'à l'époque, Matt Houston est encore très R&B. Donc elle veut rester vers ce son-là. Malgré le fait que ça n'a pas marché, elle continue. Elle travaille avec Matt Houston, que j'ai eu l'occasion de rencontrer en interview et qui me dira que oui, elle est talentueuse, qu'elle a de très bonnes idées, mais que finalement, elle est souvent un peu dispersée. Et c'est pour ça qu'ils n'ont pas fini les travaux qu'ils avaient fait ensemble. Mais ils vont enregistrer plusieurs titres. Et quelques mois plus tard, elle sera juge de la fameuse saison de Popstar avec notamment cette chanteuse-ci.
C'est aussi à cette période-là qu'on va commencer à entendre que oui, Ophélie a été mis avec des gens qui ont la craie, ce genre de choses. Donc là, c'est la première fois qu'on va voir qu'elle crumble vraiment avec la craie, quoi. Mais la fille, malgré cet amas de farine, ne va pas perdre le Nord. Elle va pas perdre le Nord, pourquoi? Parce qu'elle va retourner en studio avec Wayne Beckford et elle va garder la même ligne. Elle va faire un album pop urbain parce que le son américain a un peu changé, mais elle va garder donc Wayne Beckford, le même producteur, pour un album pop urbain. Et le premier single de cet album s'appelle Affection. C'est un titre R&B, mais vraiment R&B avec une touche de hip-hop et de légère sonorité électro. En fait, c'est un titre qui aurait pu être dans un album de Janet Jackson et c'était ça le clip. Oui, elle va essayer de rejoindre son image, mais encore une fois, elle reste dans une ligne précise, voire carrément suicidaire en fait. Pourquoi? Parce que là, c'est encore plus urbain que la première fois. Au niveau du son Affection, c'est un titre qui n'aurait même pas été proposé par les artistes américains en France. Parce qu'il faut savoir que les artistes américains ne proposent pas tous leurs singles en France. D'ailleurs, un des manquements de la carrière de Janet Jackson en France, c'est qu'effectivement, Janet Jackson est très R&B, beaucoup plus R&B que Michael, qui lui est très pop. Du coup, les Français ont eu toujours beaucoup de mal avec le son de Janet. D'ailleurs, le premier gros succès de Janet Jackson en France, c'était ça. Parce que ça leur rappelait un peu un son yéyé, c'est pour ça. Mais en général, en termes d'exposition, les maisons de disques prennent toujours des sons plus pop pour le public européen ou le public français qui ne seront pas forcément les mêmes exploités aux États-Unis en fait. Par exemple, pour l'album de Brandy, Aphrodisiac, vous savez que Aphrodisiac est un single européen et français, mais qui n'est jamais sorti aux États-Unis. Aux États-Unis, il y avait Talk About Our Love et Will She To You avec Kanye West. C'est une autre histoire, mais c'est bien pour vous montrer qu'ils font cette distinction-là en fait. Ils comprennent que le public européen et le public français n'est pas aussi R&B que le public américain. Donc du coup, ils ne leur proposent pas exactement les mêmes chansons en fait, même si ça fait partie du même album. Et là, ce que Ophélie Winter va faire avec cet album qu'elle va produire d'elle-même, donc de sa poche, c'est qu'elle va aller encore plus loin que les artistes américains parce qu'elle va proposer un single R&B, quasiment R&B pur, à un public français qui ne va pas le comprendre. D'ailleurs, je trouve que une des scènes qui pour moi est vraiment incroyable, c'est-à-dire que chaque fois que je regarde cette scène, je me dis c'est un truc de dingue. C'est le jour où elle allait chanter cette chanson chez Michel Drucker, c'était ça. C'était impossible que le titre prenne même une place sur iTunes. Ils ne peuvent pas comprendre. C'est pas du tout leur culture. Le titre a une basse même New Jack en fait. Le gars va se dire que c'est quoi ce truc compliqué que Ophélie Winter fait? Est-ce qu'elle aime encore? C'est pas accessible pour cette audience-là en fait. Mais elle va pousser. Elle va pousser avec son propre argent. L'album, encore une fois, donc c'est Wayne Beckford, est bien produit au niveau même des artistes américains. Mais un, elle est en indé, donc elle a plus les mêmes fonds. Et deux, elle propose un son à une audience, encore une fois, parce qu'elle a la carte encore. C'est-à-dire qu'elle peut passer dans les émissions télévisées. Mais chaque fois qu'elle va passer dans ces émissions télévisées, elle va s'exprimer face à un public qui ne peut juste pas comprendre la musique dont elle parle, en fait. Et l'audience qui est petite en France, en fait, qui pourrait comprendre le son Affection d'Ophélie Winter et plusieurs autres titres de l'album, ne regarde pas Ophélie Winter. Donc du coup, encore une fois, rebelote, mais en pire, parce que c'est son propre argent qu'elle dépense. Elle se retrouve dans la situation de 2003 avec son propre argent et l'album ne va pas marcher. Mais pour bien vous montrer jusqu'où va sa logique musicale, c'est-à-dire que sa déontologie, et c'est sur ça que j'essaie de tisser la trame de cette vidéo, c'est que en interview, elle disait ceci. En fait, j'ai habité à New York pendant un an, donc j'étais vraiment au cœur de la bonne musique et du hip-hop. Et tous mes copains qui habitent à New York sont dans le hip-hop, ont des labels super underground, machin. Donc je me suis plus inspirée de l'underground que du commercial. Et il se trouve que l'underground de New York est toujours en avance par rapport à la France. Mais il y a plein de morceaux en fait que je vais complètement réorchestrer, ralentir. Beaucoup de morceaux speed que je vais ralentir. J'ai envie de les faire très à la D'Angelo, Maxwell, très sexy. Donc, elle voulait enregistrer les versions de ses premiers succès dans des vibes à la Maxwell et D'Angelo. Alors, peut-être que vous connaissez Maxwell et D'Angelo, mais pour le public français de base, c'est des extraterrestres en fait. C'est-à-dire que le public là, à qui elle parle, de base, Ophélie Winter, mais ils ne comprennent absolument pas où elle va en venir. C'est-à-dire que je pense même que les animateurs avec qui elle s'exprime, hormis celui-là, doivent la prendre pour une folle. À la limite, elle peut avoir une audience sur Skyrock, mais Skyrock, de la même façon que vous savez que Booba se plaint de ne pas être joué sur France Inter, Skyrock ne peut pas se balader avec Ophélie Winter, parce que c'est pas simplement la musique, c'est aussi l'image, et l'image d'Ophélie Winter n'est pas totalement collée à celle de Skyrock. Vous voyez ce que je veux dire? Chez Skyrock même, elle serait une extrême minorité en fait. Donc, c'est vraiment un public de niche qu'elle cherche.
Et malheureusement pour elle, elle a une image tellement grand public, tellement bimbo, que ça ne va jamais coller. Quelques mois plus tard, elle va être appelée par une association pour faire une chanson. Et je pense toujours que si elle avait cédé à ce style-là dès le début des années 2000, bah en fait, elle s'en serait beaucoup mieux sortie. C'était ça. Ne reste pas longtemps, alors comment tu vas? C'est-à-dire que vous voyez, c'est une balade varitoche simple. Si Ophélie Winter s'était dit dès le départ de début des années 2000 que je veux garder ma carrière musicale, je me range, je fais mes petits trucs à la guitare. Et la vie c'est dur, 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 dur. Le soir c'est chaud, 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 chaud pour chuchoter. Parce qu'en plus, la décennie 2000, ce n'est même pas la décennie des chanteuses dans la scène mainstream française en fait. Les Carla Bruni, Olivia Ruiz, d'ailleurs les Hélène Ségara et tout ça vont se cracher dans les années 2000 parce que c'est les chuchoteuses qui vont gagner. D'ailleurs l'album du début des années 2010 d'Hélène Ségara, vous allez vous rendre compte qu'elle chuchote parce que la décennie 2000 les a tuées. Toutes les chanteuses à voix là sont mortes. Donc ce n'est même pas un problème vocal. Tout ce qu'il fallait faire, c'était un problème de ligne artistique. Et Ophélie Winter a tenu sur sa ligne parce qu'effectivement elle est totalement passionnée par ce qu'elle fait, par le son R&B. Elle veut ce son très à l'américaine, elle veut que ce soit crédible quand elle le présente aux Américains. Je pense que j'aurais apporté ces sons là à une maison de disques et j'aurais dit attends, on est en France quoi. J'ai envie de faire du vrai son et j'ai envie que quand je suis avec des copains à New York, que ce soit des mecs très connus et très pointus dans la musique, un Didi ou des gens comme ça, j'ai envie que quand je leur pose ma galette sur leur bureau, ils l'écoutent et qu'ils se disent waouh. Et effectivement, de ce côté-là, elle l'a réussi en fait. Au moins sur Explicit Lyrics et sur Resurrection, ce sont des albums qui peuvent totalement faire face effectivement à un public américain. Sauf que de ce côté en France, ce son urbain, c'est hyper complexe de l'exposer, surtout que le R&B n'est pas compris par une immense majorité du public français. D'ailleurs, sa démarche, quand vous la regardez, ce que je vous viens de vous raconter, s'oppose totalement à l'immense majeure partie des artistes R&B, pop, machin français en fait. Parce qu'en réalité, moi je dis toujours que dès qu'ils arrivent chez TF1, ils changent. Prenez par exemple la fille qui fait le saut en hauteur dans les concerts à Bercy là. C'est-à-dire qu'elle était la femme de couleur, elle fait les sauts en hauteur dans les concerts à Bercy. Celle-là, rappelez-vous, elle faisait une espèce de pop urbaine pendant ses 3 premiers albums. Dès qu'elle est arrivée chez TF1, elle est passée à la variété. Pareil pour Amel Bent. Amel Bent nous disait au début, oui, moi j'aime Lauryn Hill, j'aime Alicia Keys, machin. Sur le premier album, elle est dans une espèce de mélange entre R&B, soul, variété. C'était un peu ça, Amel Bent du premier album. Dès qu'elle est arrivée sur TF1, elle a commencé à dire que Aznavour était son idole. Je ne dis pas que Aznavour n'est pas un bon chanteur, mais elle ne parlait plus des autres. Aznavour est devenu sa seule idole. Et après, elle nous a sorti un single. Cette chanson me tue. Produit par Pascal Obispo, c'est ça. Ce truc pour moi, c'est un accident industriel. C'est-à-dire qu'un jour, je ferai une vidéo entière sur ce truc parce que pour moi, je n'ai jamais compris comment on en est arrivé là. Et surtout, quand on parle de son premier album, à ça, il y a eu un vrai problème. Et ce problème, c'est le public TF1. D'ailleurs, Matt Pokora aussi, rappelez-vous, quand il est allé faire son album avec Timbaland, MP3 là, il allait faire son album avec Timbaland. Le public français, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est reculé. Qu'est-ce que Matt Pokora a fait? Matt Pokora est revenu à la variété. Même Maître Gims. Vous voyez bien que Maître Gims, ça s'attelle toujours à dire que oui, je suis un rappeur, mais en vérité, qu'est-ce qu'il fait? Il livre au public TF1 beaucoup de variétés et après, de l'autre côté, il rappe un peu pour dire que non, je ne suis pas trop un vendu. Mais ce qu'il vend au public TF1, c'est de la variété parce qu'il sait très bien que eux ne peuvent pas comprendre des rap hardcore ou bien des trucs vraiment street en fait. Ophélie Winter, sur ses 2 derniers disques, n'a pas compris ça en fait. Ou alors n'a pas voulu le comprendre. Elle s'est dit, je vais insister, je vais insister. Peut-être que mon image va encore me permettre de passer dans l'image du filet. Mais cette image qui lui a servi au début était devenue son handicap en fait. On lui fait tout le temps des procès en interprétation. Et en réalité, même si c'est pas la meilleure voix et qu'elle a souvent un chant un peu caricatural, elle chante mieux que la majeure partie des artistes mainstream variété française en fait, dans le crayon dont j'ai parlé là. Elle est beaucoup plus agile vocalement que la majeure partie d'entre eux. Donc le problème vient du fait que comme elle a vendu énormément son image au début, elle n'a plus jamais été crédible. Et je suis certain que des gens qui vont regarder cette vidéo me prendront pour un dingue en fait, parce que même le domaine dans lequel Ophélie Winter est crédible, cette image est tellement ancrée que ça jouera toujours et permanemment contre elle en fait. On se dira toujours, oui mais
je sais pas, on lui fera toujours ce procès en dédoublement de compétences qu'on ne fera pas une autre qui aura peut-être moins joué sur son physique au début. Parce que comme je vous ai dit, au fil du temps, elle perd cette bulle médiatique qui effectivement l'a créée, qui ne lui a rien laissé parce qu'elle n'a rien pu asseoir dans quoi que ce soit en fait. En 2014, quand elle évoquait son retour à la musique, elle disait qu'elle allait faire un album de hip-hop. C'est-à-dire qu'elle voulait encore suivre ce côté très américain. À savoir que, bien sûr qu'elle n'avait pas rappé, mais elle voulait un album avec des prods, encore une fois, j'imagine, trap ou hip-hop, où elle allait poser comme les chanteuses de R&B américaines de manière très authentique. Ça allait produire en France le même truc, à savoir que les puristes qui écoutent Summer Walker et ce genre de personnes ne vont pas aller écouter Ophélie Winter parce que l'image est trop kitsch et tout et tout. Et ceux qui pourraient écouter Ophélie Winter et qui sont de moins en moins nombreux ne peuvent pas comprendre ce genre de son en fait. Donc elle allait se retrouver dans la même configuration, mais ce qui est admirable chez elle, c'est qu'elle l'assume en fait. C'est qu'elle n'a jamais voulu se plier et dire que je vais essayer de m'asseoir et de faire quelque chose de plus dilué. Même quand elle posait de manière ironique sur l'album de Sébastien Patoche il y a quelques mois, on reconnaissait totalement une vibe très R&B dans sa manière de chanter et surtout dans sa manière de poser. Parce que la majeure partie des gens pensent que le R&B c'est juste venu à crier et vibrer. Pas du tout. La principale force des chanteurs de R&B, c'est savoir comment poser sa voix en fait. C'est savoir comment poser sa voix de telle sorte qu'on t'entende même si tu fais de multiples vibes et de multiples harmonies. Et ça, quand vous écoutez même ce petit extrait là, vous vous rendez compte qu'elle la sent en fait. Elle la sent en elle, peut-être parce qu'elle a une grosse culture musicale. Et c'est aussi pour ça que j'ai eu envie de faire cette vidéo. Parce que malgré le fait qu'elle ait fait des erreurs, qu'elle ait beaucoup joué de son image, que ouais, elle dit qu'elle a été une connasse. Belle, la plus géniale, machin. Vous pouvez dire n'importe quelle connerie, c'est oui, oh, super. C'est affreux quoi. Et vous étiez devenue un petit peu capricieuse ou pas? Ils m'ont rendu complètement. J'étais vraiment une connasse pendant 2 ans. Ah, 2 ans de connasse. 2 ans. Très bien. Grosse connasse pendant 2 ans. Quand un artiste vous dit qu'il a été une connasse pendant 2 ans, ça veut dire que, en gros, il a été une connasse pendant 20 ans. Donc j'imagine qu'elle doit avoir un caractère assez difficile. Donc ça, ce que je voulais surtout pointer, c'était le fait que malgré tout ça, ça reste une artiste très fidèle à ses convictions musicales. Et surtout à son R&B, et c'est extrêmement rare en France en fait. Ça reste R&B quoi qu'il arrive parce que c'est quand même ma musique de prédilection. Mais très peu d'artistes qui vont se chapeauter comme ça sur le R&B en France, alors que ce serait peut-être plus facile pour eux de céder à un style musical, surtout une Ophélie Winter en fait. En réalité, ce serait encore une fois 100 fois plus simple pour elle de faire des albums de variété. Donc le fait de s'être accroché à ce point, à ce style, montre que c'est une vraie passionnée par la musique. Et quoi qu'il lui arrive en ce moment, je ne sais pas si c'est vrai, j'espère qu'elle va s'en remettre, mais j'avais envie d'avoir une pensée pour elle, pas simplement en termes de pitié, mais musicalement, et montrer que c'est vrai que oui, elle a une image, que machin, elle en a trop joué, elle aime la chirurgie, ce genre de choses, oui. Mais au-delà de ça, il y a quand même chez cette fille une vraie identité musicale, une vraie envie de proposer des choses, de vrais projets. Et ça, c'est extrêmement rare en France, en plus dans la musique urbaine. Alors, il y a plein d'artistes qui auront de plus gros succès musicaux qu'elle, qui ne se retrouveront jamais dans la situation dans laquelle elle est actuellement. Oui, mais il y en a très peu qui ont son intégrité musicale. Et je trouvais qu'à ce moment précis, c'était quand même bien de montrer ça, de mettre en exergue son authenticité musicale, parce qu'il y a une vraie authenticité musicale chez elle, qui est souvent totalement noyée. Donc, effectivement, il y a des trucs qui sont pas bien. Moi, j'aime pas les 2 premiers albums. Vous savez que moi, j'aime le vrai sirop, en fait. J'aime le whisky sec, tu vois. Je veux pas que tu me... Non, je préfère que tu me donnes les vraies choses. Donc, moi, je préfère les 2 derniers. Mais globalement, je trouve quand même que sur la scène française, et quand on parle de R&B, il y en a très peu qui ont eu cette manière de s'accrocher là. Je vous ai dit, les autres là, dès qu'ils arrivent chez TF1, même Zao dernièrement, vous avez vu, Zao n'avait pas la carte avant pour arriver dans les cérémonies mainstream. Dès qu'elle est arrivée, elle a sorti un album de variété. Toujours comme ça. Alors qu'Ophélie Winter, malgré tout, elle est restée là. Et ça, c'est quand même admirable. Mais il ne faut surtout pas oublier une chose. La position qu'occupait Ophélie Winter au début était nécessaire en fait. C'est toujours nécessaire d'avoir quelqu'un qui permet de faire la liaison entre le son urbain et le grand public. D'ailleurs, sans la comparer à Eminem, vous savez qu'il y a le fameux débat sur l'appropriation culturelle d'Eminem. Et en général, il y a des gens qui vont vous dire que Eminem est un appropriateur culturel parce qu'effectivement, quand c'est le petit blanc qui est venu, la grande Amérique l'a apprécié et tout et tout et tout. D'ailleurs, lui-même le reconnaît dans son titre White Privilege, que la grande Amérique est tombée amoureuse de lui parce qu'il était blanc et tout et tout et tout. Il est passé sur les radios rock. Mais vous savez ce que les conservateurs leur répondent en général? Ils leur disent que oui, effectivement, parce que c'était un blanc. Mais de l'autre côté, ce que vous avez eu, c'est que comme il a permis d'introduire le rap
dans des foyers blancs, de fait, ces blancs-là sont allés écouter vos autres artistes rap noirs. Et donc, de fait, ils ont augmenté la popularité du hip-hop. Et ça, c'est un débat typiquement américain, mais pour vous montrer qu'il y a toujours besoin de faire cette liaison-là dans ce genre de cas. Et donc, Ophélie Winter était nécessaire pour l'ouverture du R&B à une très grande audience en France, en fait. Donc, nous arrivons à la fin de cette vidéo. Très bientôt, je vous ferai une vidéo sur le R&B français. Donc, ne vous inquiétez pas de commencer par me citer les titres R&B dans les commentaires pour me dire que oui, ça existe. C'est pas ça le propos, en fait. Je vais vous expliquer pourquoi la culture R&B n'est pas intégrée en France. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que vous n'avez pas d'artiste R&B français qui vit de sa musique véritablement. C'est-à-dire que qui ont de vrais legacy, qui font de vrais concerts. Vous en avez très peu, en fait. Mais ça s'explique et je ferai ça dans une autre vidéo. Vous savez, une fois, j'étais à un meeting et ils ont parlé de l'Afro-Trap Rail. Vous imaginez? Ils voulaient créer l'Afro-Trap Rail. C'est vrai, ils ont dû abandonner le concept en cours de route. Mais rien que le fait qu'ils y aient pensé, ça vous montre à quel point dans les maisons de disques, ils sont souvent assez loin. Et en fait, le R&B français, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que c'est comme une greffe qui n'a jamais véritablement fonctionné. En attendant, on lui souhaite un bon rétablissement. C'est-à-dire que si tout ça est vrai, on espère qu'elle va s'en sortir. Moi, je vais aller écouter Talking Shit là pour lui donner un peu des streams. Talking Shit, Talking Shit. Dites-moi tout dans les commentaires. Et bien sûr, abonnez-vous, likez, partagez. Et bien sûr, à très vite pour une nouvelle vidéo.